Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes dans l'émission Afrique Demain. Afrique Demain, c'est l'Afrique du futur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, un sujet concernant les assurances. Comment les Africains s'assurent-ils? Avant les indépendances, on avait un système d'assurance lié, bien entendu, aux colonisations. Et aujourd'hui, on se pose la question comment les Africains peuvent-ils s'assurer avec le problème économique assez important où certains Africains vivent avec moins de $1 par jour. Alors pour en discuter, nous avons des invités de marque sur ces plateaux. À ma droite, M. Mathias Savignac. Vous êtes délégué national MGN, donc Mutuelle nationale générale des éducations nationale. Vous êtes en charge des centres de services et du développement international. Bonjour monsieur. Bonjour. À ma gauche, nous avons monsieur Ibrahim El Ali. Vous êtes consultant en stratégie de développement en Afrique. Alors, je reviens par rapport aux spécialistes des assurances. Dites-moi, au niveau de l'Afrique, les assurances fonctionnent correctement à l'heure actuelle? Comment s'assurer avec les Africains? Est-ce que les Africains s'assurent-ils mieux aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est réellement la question de l'assurance en fait qui se pose. Je pense que c'est plutôt la question de l'accès à la santé pour tous. Parce que l'assurance, finalement, c'est une manière de se couvrir soi-même, de mutualiser un risque auquel seul on ne serait pas capable de faire face. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on bénéficie d'une assurance que derrière on est en capacité d'accéder à une clinique, à un centre de santé, à un cabinet dentaire, parce qu'il y a aussi la question de l'offre de santé qui n'est pas non plus forcément répartie équitablement sur le territoire et qui n'est pas non plus forcément accessible en raison des coûts à la population. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est assuré qu'on a la capacité à accéder à la santé. Donc c'est un problème qui, à mon avis, est plus vaste que celui de l'assurance. C'est un problème de système de protection sociale qui soit à la fois viable et accessible. Alors le système de protection viable et accessible, comment voyez-vous cette accessibilité au niveau des populations africaines? Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a plusieurs types d'assurances en Afrique. Bon, déjà, il y a une qui est très concentrée au niveau des grandes villes et une autre qui est de type sur les campagnes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même, il faut avoir une projection sur l'avenir. Ce qu'il faut voir, c'est qu'AXA, par exemple, un grand groupe financier français, investit déjà lourdement en Égypte, où il a racheté à 100% la première société d'assurance égyptienne. Et elle a fait un contrat avec la première banque là-bas pour avoir une exclusivité de revente de produits d'assurance pendant 10 ans. Donc, les grandes compagnies se projettent sur l'Afrique, sur la question de l'assurance. C'est un secteur très, très porteur. Mais effectivement, quand on regarde de près les chiffres, on voit bien qu'on est en deçà des réalités. Parce que la totalité de l'assurance en Afrique, son budget est à peu près de 72 milliards, quand ça ne représente même pas le chiffre d'affaires d'Allianz en France, une société comme Allianz en France. Donc, on est encore dans un marché disproportionné, mais c'est un secteur d'innovation et certainement, ce n'est pas l'innovation et l'intelligence que l'assurance trouvera un levier de croissance en Afrique. Alors, levier de croissance, on parle de taux de croissance en Afrique qui tourne aux alentours de 5,7%. Et quand on regarde au niveau de PNUD, le programme, bien entendu, des Nations Unies, on peut se rendre compte d'une seule chose, qu'avec $1 par jour, par habitant, c'est pratiquement impossible de s'assurer. Vous avez dit, il faut avoir une vraie couverture maladie, une couverture de la mutuelle, mais comment peut-on faire? Comment faire avec, bien entendu, des États pour que vous puissiez parler à cela? Alors, il y a plusieurs leviers pour ça. En tant que mutualiste français, en tant que mutuelle française, avec d'autres mutuelles, nous avons décidé de créer un programme d'appui aux stratégies mutualistes de santé. Donc la question est de savoir finalement comment on accompagne les acteurs déjà existants,
Parce qu'il faut savoir que, je prends un pays que je connais un petit peu, qui est la Côte d'Ivoire, ce pays a une longue histoire mutualiste qui est quasi centenaire, et donc depuis 100 ans, des acteurs de la société civile, des acteurs des fonctions publiques ivoiriennes se sont mobilisés pour créer des mutuelles au bénéfice de leurs propres membres. La question aujourd'hui, vous l'avez mentionné à Bamako il y a 14 ans, des résolutions ont été prises pour le développement de la couverture santé et de l'assurance. Aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine parce que ce n'est pas et culturellement et structurellement que l'on peut décréter des systèmes efficients tout de suite. Il y a le temps de l'appropriation des logiques de protection sociale. Il y a le temps aussi de la construction de l'offre de soins qui permet aux populations de se soigner. La construction des offres d'assurance aux mutualistes qui permettent de proposer des prestations, et puis toute la partie d'accompagnement des populations en termes pédagogiques, d'appropriation de la culture de la protection sociale. Et c'est pour ça que nous, en tant que mutuelle générale de l'éducation nationale, on se dit que qui mieux que les enseignants sont à même que de porter cette culture de la protection sociale dès le plus jeune âge de celui de l'éducation. Alors, accompagner les Africains pour s'assurer, c'est tout un combat. On parle d'une culture pour s'assurer, il faut avoir cette culture. Et les Africains n'ont pas cette culture. Je sillonnais l'Afrique subsaharienne. Dans l'ensemble, les gens se moquent, passez-moi l'expression, des assurances. Ou s'assurer. Non, mais c'est parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on a une tradition RSE ancestrale en Afrique d'entraide sociale depuis les villages, depuis les villes. Quand il y a un décès, il y a toute une entraide familiale qui vient compléter cette assurance qui est en fait une réalité, une famille élargie en Afrique. On a toujours ça qui est très puissant. D'ailleurs, l'Occident s'est accaparé des notions très africaines comme le crowdfunding, comme la gouvernance collaborative. Ce sont des notions africaines qui sont très proches de l'assurance. Il faut trouver comment juste faire le culbut. Mais ce que je voudrais rebondir, parce que vous avez mis l'accent un peu sur l'aspect mutualiste ou santé, mais on a des assurances de voitures qui marchent très très bien, d'autres formes d'assurance qui marchent très très bien en Afrique. Mais ce que je voudrais mettre comme accent, c'est son véhicule, il faut d'abord s'assurer soi-même. Voilà, sa santé qui est beaucoup plus essentielle que le bien matériel. Ce que je voudrais dire, c'est que la téléphonie, par exemple, a eu les mêmes problèmes sur le peu de capital. Pourtant, ils ont trouvé le moyen de pouvoir avoir un vrai levier de croissance. Peut-être que aussi le numérique peut être un accélérateur pour faire passer des assurances à bas prix. Et en tout cas, l'assurance ne portera en Afrique que si c'est s'adapter au marché comme la téléphonie a su le faire. Alors, vous parlez également au niveau de vos mutuelles, parce que ça existe. Il y a le partenariat avec le gouvernement, avec des élus sur place en Afrique. Comment travaillez-vous pour ne pas sortir comme de philanthropes, comme des gens qui font du bénévolat et gagner de l'argent parce que vous êtes une entreprise? Comment faites-vous? Eh bien, bon, ce n'est pas du bénévolat, bien évidemment, c'est un programme d'appui. C'est-à-dire que... D'appui, derrière, il y a un investissement, donc il faut qu'il y ait les retours d'investissement. Alors, avant de parler du retour, déjà ce qu'on y fait, parce que les raisons pour lesquelles on y va sont aussi importantes que ce qu'on en attend. Les raisons pour lesquelles on y va, c'est qu'on estime, nous, en tant que mutualistes, c'est pour ça que je parle plutôt des mutuelles plutôt que des assurances, on estime qu'il y a deux secteurs qui, pour nous, doivent être un tant soit peu préservés des logiques de marché, c'est l'éducation et la santé. Pour autant, comme vous le dites, des logiques d'assurance de véhicules, de biens, de personnes, elles sont nécessaires, elles sont bien évidemment cohérentes. Pour autant, sur les questions de santé, notre souci, c'est pas de se dire finalement, évidemment que dans les pays africains, il y a des gens qui sont solvables et qu'on crée pour eux un système de santé avec des cliniques privées auxquelles n'ont accès que ceux qui ont les moyens de se les payer. On est dans une logique d'accès à la santé pour tous. C'est ce à quoi travaillent les mutuelles et ce n'est pas un vœu philanthropique, c'est finalement une capacité à s'organiser au bénéfice de tous. Donc nous, c'est ce qu'on développe, qu'on tente de développer en France ou en Europe par les mutuelles et on se dit que finalement, c'est une forme d'investissement que de faire en sorte, dans un monde à logique un peu mondialisé, qu'un modèle mutualiste notamment, s'il n'est pas présent partout, comme tout modèle, il est voué à disparaître. Alors, vous ne projetez pas par rapport à ce qui se passe en Afrique, quand on regarde les trois rapports d'Hubert Védrine, Bockel et également d'Attali, on peut projeter en 2050 2 milliards d'habitants. On voit derrière une manne financière importante là-dessus. Mais on peut le voir comme ça, on peut aussi le voir comme une nécessité
partout dans le monde que les populations, où qu'elles soient, bénéficient d'un accès à la santé pour tous. Nous, notre intérêt, c'est que les acteurs qui soient sur place, qui existent déjà, soient les acteurs qui eux-mêmes se développent, qui occupent le terrain, c'est le cas aujourd'hui. Vous avez cité les rapports, notamment Attali. Il y a la question des socles de protection sociale, des développements de la CMU. La zone de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, dispose d'un règlement commun pour les 8 pays qui promeut le développement de la CMU. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire notamment, se développe la CMU. Il y a la Caisse nationale d'assurance maladie qui s'est créée. Et ce n'est pas sans difficulté, parce que autant sur les populations de fonctionnaires, il est facile de prélever une cotisation sociale, autant sur les populations qui relèvent du secteur informel, c'est drôlement plus compliqué que d'arriver à les toucher, à les sensibiliser. Et aujourd'hui, les mutuelles sont déjà des acteurs locaux, répartis sur le territoire, qui peuvent être un partenaire et un levier pour les initiatives gouvernementales de mise en place de sécurité sociale. Alors, on peut regarder au niveau de la Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, 40% de l'UEMOA, en plus. Oui. Alors, donc c'est un levier pour les autres pays. On donne l'exemple du Mali que vous connaissez très très bien. Est-ce que les Maliens peuvent s'assurer comme les Ivoiriens légèrement évolué, pardonnez-moi, passez-moi l'expression, il y a un peu évolué que les Maliens qui sont dans de petits villages. Mais restons sur la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un élément important qui s'est passé récemment sur la Côte d'Ivoire, c'est quand il y a eu une double facturation sur l'électricité, on a vu un soulèvement pratiquement, un soulèvement pratiquement populaire. Le secteur de l'assurance peut être très porteur sur la question du développement. Je pense qu'en Afrique, il faut coller l'assurance, comme l'esprit des mutuelles, avec le développement. Ce qu'il y a, c'est que dans nos pays, on se vante souvent de taux de croissance de 8%, de 7%. On voit que souvent, c'est épongé par des grandes multinationales ou des grands projets. Et c'est rarement, on a un développement inclusif qui descend sur la population. Et une assurance qui serait portée par la population, que ce soit au Mali, à Abidjan ou au Sénégal, pour la santé ou il faut qu'elle soit intelligente et il faut qu'elle soit multisecteur. De plus en plus, par exemple, en Europe, on voit que les assurances commencent à faire le blablacar. Ils sont en train de réfléchir à ça, comment trouver une assurance pour plusieurs acteurs sur un même véhicule. Donc, ils créent de l'intelligence. Et je crois qu'en Afrique, on a besoin d'une intelligence de l'assurance qui va, comme la téléphonie a su le faire, parce qu'on est innovateur, on est même des modèles pour le monde sur la téléphonie. Il faut qu'on crée une assurance qui va toucher la population. Le téléphone portable peut-être que ça va être des cartes. Au Mali, par exemple, on a des cartes prépayées pour l'électricité. Il faut qu'on soit innovant et créatif avec cette jeunesse africaine pour que l'assurance accompagne le développement, mais accompagne également le risque des agriculteurs, tous les facteurs de risque. Bon, on voit bien que Proparco, ici en Europe, commence à s'intéresser à l'assurance et de grands groupes s'intéressent à l'assurance parce qu'il ne faut pas oublier que c'est souvent très collé à la question bancaire. Vous allez, Wafa Bank va investir en Afrique, au Maroc. Et ça veut dire qu'il y a un secteur de développement très important, même si les marges pour l'instant sont très basses. Alors, je vous inviterai à voir un élément proposé par notre rédaction concernant les assurances en Afrique. Regardez cet élément. Banques et assurances souffrent d'un déficit de diffusion sur le continent. Mais avec la montée en puissance de la classe moyenne et le développement des projets d'envergure, de nombreux débouchés s'offrent à elle. Selon les investisseurs, ils estiment que le secteur le plus prometteur en Afrique est celui des services financiers. La croissance économique devrait conduire les entreprises à faire appel aux banques pour obtenir des financements, notamment dans le cadre de projets d'envergure, et l'émergence d'une classe moyenne aux exigences nouvelles devrait inciter les banques à proposer les services adaptés comme les assureurs à pourvoir aux risques à couvrir. Sur le continent, le taux de bancarisation varie entre 20 et 40% selon les pays, ce qui laisse entrevoir de fortes marges de progression. Les PME, par exemple, sont encore insuffisamment prises en compte. Selon une étude de Bain & Company, seuls 20% de leurs besoins sont couverts par les institutions. Même si des efforts sont consentis par les banques de développement pour mettre à disposition des PME et PMI des instruments financiers mieux adaptés, il reste à mettre en œuvre des politiques fiscales adéquates. Le mobile banking promet un grand bouleversement. Les formidables avancées technologiques du téléphone mobile devraient entraîner une période faste en transformation. Il pourrait devenir une composante importante de la mobilisation de l'épargne et de l'octroi de crédit en Afrique. Dans un marché en devenir, les grandes sociétés de télécommunications devraient s'allier avec les groupes bancaires ou s'immiscer dans la profession bancaire afin de sécuriser leur chiffre d'affaires. Dans le secteur des assurances, les opportunités sont plus importantes, le taux de pénétration oscillant entre 1 et 2%.
des pans entiers de risques industriels ou d'assurance de personnes restent encore à couvrir. Une progression de l'assurance de l'ordre de 15 à 20% selon les pays est envisageable. Restée discrète voire balbutiante jusqu'ici, la banque assurance est un terrain d'expansion considérable. Sous l'effet conjugué des banques et de l'assurance, son essor devrait s'accélérer. Plusieurs grands noms de l'assurance sont aujourd'hui des piliers du système bancaire et de la convergence paraît inéluctable. Mais investir le champ d'action des PME africaines reste le défi des années à venir. Et la capacité des banques et des assurances à maîtriser correctement le risque et apporter les réponses adéquates demeure une condition essentielle à la progression du secteur en Afrique. En regardant cet élément, tout s'articule autour de banque. Parlons banque, banque égale profit. Pour vous, c'est le profit. Alors tout s'articule autour de banques. Ceci dit, je n'y ai vu que des banques et des consortiums internationaux. Et si je le mets à la lumière du taux de développement ou du taux de croissance que vous évoquez, la question qui me vient, c'est à qui bénéficie ce taux de croissance? Est-ce que c'est aux populations locales ou est-ce que c'est aux investisseurs internationaux qui voient dans le développement du marché de la santé un marché supplémentaire d'activité et de profit? Moi, j'ai envie d'aborder le sujet sous l'angle de, encore une fois, j'y reviens, de l'accès à la santé pour tous. Moi, je vois 3-4 défis majeurs par rapport à ça. Celui du développement et de l'accompagnement des acteurs historiques locaux, que sont, encore une fois, je fais pro-mutuel, mais c'est ce que je connais le mieux, qui existent. Vous prêchez pour votre paroisse? Exactement. Pour la paroisse de l'accès à la santé pour tous. Mais on peut j'y vois ce défi-là. Et par rapport à ce que je disais sur la capacité de mobiliser les populations du secteur informel, des acteurs locaux importants, que sont les chambres des métiers, qui sont aussi en proximité du secteur de l'artisanat, avec aussi les coopératives, qui ont la capacité, justement dans les campagnes, là où l'offre de soins est la moins importante, que d'arriver à faire passer le message et à faire se développer ce sentiment, ou ce besoin en tout cas de culture de protection sociale et d'accès à la santé. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est la capacité à développer l'offre de soins, accessible à tous, à développer des offres qui soient cohérentes avec les besoins de la population. Et enfin, une question importante, et vous l'avez soulevé un petit peu en disant que des systèmes existaient, c'est le système des tontines, celui de la proximité et de la confiance. Et je crois qu'il y a un enjeu majeur, c'est celui de la confiance. Quand on connaît les gens, on a confiance. Qu'en est-il de ces grands groupes dont on ne connaît pas les personnes, on ne sait pas qui ils sont, et finalement, va-t-on leur confier, alors que nos revenus sont faibles et ils ne suffisent pas toujours à subvenir aux besoins primaires d'accès à la nourriture, d'accès à la santé, de l'argent dont on ne sait pas ce qu'il en adviendra et si finalement on en recevra un bénéfice en termes de prestations ou d'accès à la santé. Quel est l'intérêt d'une femme qui habite à Gao de s'assurer de prendre une mutuelle pour vous? Pour l'instant, elle a d'autres soucis à Gao avec le problème d'insécurité qui se pose là-bas. Mais bon, disons que en écoutant monsieur, ce qui m'a semblé intéressant, Savignac, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que tout le corps de métier qu'il a décrit sont les vrais aussi vecteurs de la stabilité de la démocratie dans nos pays. Donc l'artisanat, les mutuelles, les coopératives sont aussi les porteurs de systèmes de démocratie. Donc il y a bien cette notion de mettons tous ensemble dans un pot commun pour pouvoir assurer en cas de coup dur. Et c'est ça l'esprit de l'assurance. Pourquoi pendant la colonisation, tout se passait très très bien, on s'assurait. Moi, je me souviens, mes parents s'assuraient très bien, moi également, avec la carte ayant droit, que je passais partout, j'avais le traitement gratuitement. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi 50 ans plus tard ou 60 ans plus tard, il n'y a rien à avancer? Parce qu'il y a des démographies... Vous répondrez à cette question. Parce qu'il y a des démographies importantes, mais suivant le reportage qui est passé tout à l'heure, il y a une notion importante, c'est que le money banking, les gens qui ont adhéré au money banking en Afrique sont supérieurs maintenant à ceux qui ont ouvert un compte à la banque. Ça veut dire qu'on a des voix qui en Afrique épousent le numérique, le digital, que les Africains prennent bien en main. Et certainement que déjà dans la paysannerie, on a aussi tout de suite l'utilisation du téléphone mobile. Certainement que la femme de Gao que vous citez, un jour elle va trouver qu'elle aura une forme d'assurance décès, une forme d'assurance, un risque, c'est un risque, il y a un problème sur l'agriculture. Pour moi, l'Afrique, il faut qu'il y ait un développement qui soit multilatéral. Comme ici, il y a l'intelligence en Europe se pose pour les assurances, il faut qu'on la pose comme ça. Pour terminer, juste, pour terminer, il ne faut pas déconnecter la question de l'assurance avec la question des banques en Afrique. On voit qu'on a un taux de crédit qui est très élevé en Afrique, alors qu'en Europe, on a un crédit pratiquement à taux zéro. À taux zéro. Et certainement que l'assurance, s'il pouvait
être porté par des grands groupes et qui viendraient aussi avec des taux très bas pourrait être un secteur de développement. Quelle est la banque qui vous accompagne au niveau de la CDAO, au niveau du MOA et au niveau de, par exemple, la BAD? Est-ce que vous avez des accompagnements ou de partenariats assez importants pour apporter ces projets importants? Dans le cadre du projet d'accompagnement que l'on mène notamment en Côte d'Ivoire, depuis l'année dernière, la BAD s'est réinstallée à Abidjan. Voilà. Donc c'est un interlocuteur aussi, bien évidemment. Pour autant, dans notre sphère mutualiste, nous avons une banque mutualiste qui s'appelle la CASDEN et qui est partenaire du programme PASS, justement parce que on est aussi dans une famille mutualiste et qu'on a les capacités aussi d'agir, que ce soit au niveau bancaire, au niveau de l'assurance santé, au niveau de l'accès aux soins. Je rebondis aussi, sur la question de la téléphonie. Pour moi, c'est un levier d'innovation. C'est-à-dire qu'on est... C'est incompatible. Ah non, c'est au contraire, c'est très compatible. C'est un levier d'innovation parce qu'il faut trouver les solutions en Afrique adaptées au contexte local. Vous avez dit que le taux de bancarisation ne permettait pas d'avoir aujourd'hui un prélèvement sur compte. Les systèmes que l'on connaît plutôt bien ici, il faut trouver des leviers pour permettre à la population de payer la cotisation ou de s'assurer. Et je pense que, vous parliez de philanthropie par rapport au sens de notre action, je pense qu'on a à apprendre aussi des systèmes qui seront développés sur place, parce qu'on est finalement dans deux modèles qui pourraient tendre à se rejoindre. Et la madame qui habite à Gao, plus loin, comment elle peut utiliser ces leviers d'innovation, la téléphonie par exemple? Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est un décalage en fait en réalité par rapport... C'est pas un décalage. Disons que ce sont des outils au service d'un modèle d'accès à la santé. Pour autant, ce n'est qu'un outil, ce n'est pas le modèle. Elle aura beau avoir la capacité... Dans sa capacité. Bien sûr. Mais comment faire, approcher? Elle aura beau pouvoir payer sa cotisation. Finalement, prendre une assurance, c'est créer du droit formel. Je crée un droit formel auprès des gens qui souscrivent une assurance. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, par leur cotisation, d'accéder à des soins. Parlez de votre système PASS également. Vous terminerez avec le système PASS, puis je passerai la parole à notre ami. L'enjeu, c'est de passer du droit formel au droit réel. Et le droit réel, c'est j'ai la capacité à exercer mon droit formel en me faisant soigner. Et l'enjeu, c'est de travailler avec les coopératives qui pourraient développer des centres de santé coopératifs ou mutualistes dans les campagnes qui bénéficieraient à l'ensemble de la population. Voilà. C'est un système, c'est tout un écosystème. La capacité à trouver les leviers pour s'assurer, à avoir la capacité de payer ses cotisations là où c'est parfois pas simple, et la capacité à trouver l'offre de soins pour lesquels on a souscrit une assurance ou une mutuelle. Avec la Côte d'Ivoire, alors, vous travaillez sur un programme Oui, sur ces leviers-là. Les mutuelles elles-mêmes développent des réseaux conventionnés de soins. Conventionnés, ça veut dire à tarif, entre guillemets, opposable, qui permettent au regard de leur cotisation d'accéder à des droits réels, à des consultations réelles. Alors, en écoutant M. Savignac, on peut dire que tout Africain doit s'assurer au niveau de mutuelles par rapport aux maladies endémiques qui existent aujourd'hui, demandent beaucoup d'argent. Comment voyez-vous cela? Est-ce que c'est une utopie ou on rentre dans cette logique de s'assurer? Je pense que l'assurance va accompagner sur le développement des grandes villes. Et on a de plus en plus une urbanisation très importante. Donc ça partira de l'automobile, ça partira sur des assurances santé qui commencent à se développer beaucoup. Les assurances du crédit commencent à exister au niveau de Proparco pour les conteneurs qui arrivent aussi. L'assurance existe déjà, elle s'est développée. Bon, maintenant c'est l'innovation, comment elle va s'accompagner avec la téléphonie. Et vous parlez d'Abidjan. Il y a beaucoup d'accent sur la téléphonie, d'ailleurs. Oui, parce que c'est l'innovation, c'est l'intelligence. Quand on a eu des problèmes de délestage, c'est en vendant des cartes prépayées d'électricité à Bamako que les gens ils payent juste la carte ce qu'ils sont en train de consommer. Il faut que l'assurance du type européen, si on veut l'imposer en Afrique, on aura toujours les grandes multinationales qui vont prendre tout le profit. Il faut qu'on réfléchisse l'assurance à l'africaine aussi. Et pourquoi? Parce que sinon, on aura toujours une démographie importante et des fractures sociales de plus en plus importantes. Je voudrais terminer par la BAD que vous avez citée. Il ne faut pas oublier qu'elle travaille avec la CIMA, la conférence interafricaine des marchés de l'assurance, et elle permet aussi de faire la réassurance de la garantie. Donc, il y a une dynamique d'organisation qui est très importante, mais pour moi, il faudrait par exemple qu'elle puise par exemple sur les réserves en francs CFA qu'on a pour pouvoir faire soutenir une assurance qui soit de type africain et qui accompagne le développement. Alors que souvent, on a un grand paquet de CFA qui sert de levier de garantie pour la stabilité du franc. Il faut que
En exemple, on a une société ivoirienne, NSIA, qui était une société d'assurance et qui est venue, elle a maintenant 20 banques à travers l'Afrique, avec une excellente femme à sa direction. Alors, amis téléspectateurs, merci, merci à vous, merci d'avoir participé à cette émission. Je me dis que l'assurance en Afrique, c'est le véritable enjeu pour le développement au regard de ce qui s'est passé au dernier sommet de l'Union africaine. 2067, 2063, 2067, l'assurance rentrera dans toutes les maisons en Afrique. Je vous dis merci, à très bientôt, au revoir.